Bonjour, je m'appelle Romain Lupino, j'utilise Quichotte depuis ses débuts en 2008 et je suis formateur professionnel sur Quichotte depuis 10 ans. Avec mon organisme de formation We Make Dragons, j'accompagne des professionnels de la conception, de la création, de la communication et même du marketing pour leur apprendre à maîtriser l'art du rendu 3D, que ce soit à travers cette chaîne YouTube ou des formations sur mesure que je propose pour répondre à des besoins plus spécifiques. Bonne nouvelle, on est certifié Calliope, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire financer votre formation. Aujourd'hui, on va découvrir Quichotte, l'un des logiciels de rendu les plus simples et les plus puissants du marché. Sa force, c'est sa prise en main ultra rapide. Tout se passe en temps réel. On dispose d'une grosse bibliothèque avec des matériaux, des textures et des environnements pour appliquer des matières et des lumières réalistes très rapidement. Avec les bonnes pratiques, on peut vraiment obtenir des résultats impressionnants en quelques minutes. L'avantage de Quichotte, c'est qu'il est compatible avec tous les outils de modélisation que vous pouvez trouver aujourd'hui. Vous pouvez créer des rendus statiques, des animations et même des présentations interactives sous forme de configurateur. L'objectif de ce tuto, c'est qu'en 20 minutes, je vous montre les notions et les outils essentiels pour réaliser vos premiers rendus, depuis l'importation jusqu'au rendu final. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va importer notre projet. Et pour ça, on va aller dans Fichier, Importer, et on va sélectionner le fichier de la gourde que vous trouverez aussi en lien dans la description de la vidéo. Quand vous arrivez dans cette fenêtre d'importation, ici, il y a un point important à savoir, même si vous débutez, c'est l'orientation vers le haut. Par défaut, ici, on a Y qui est sélectionné, c'est-à-dire que c'est l'axe Y du modèle 3D qui pointera vers le haut. Ça peut arriver que quand vous restez en Y, vous importez et votre modèle il est couché. Dans ce cas-là, vous refaites une importation et vous sélectionnez Z, tout simplement. Nous, dans notre cas, Y, ça va très bien. Donc, on clique directement sur Importer. On voit que je récupère bien mon modèle 3D, mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer 2-3 petites choses concernant l'interface. Alors, Quichotte, c'est simple, il y a 3 grandes sections. À gauche, vous avez une bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où il va y avoir toutes les ressources, tous les ingrédients pour faire votre petite tambouille. C'est-à-dire que là-dedans, il va y avoir des matières, des couleurs, des textures, des environnements, des arrière-plans, vous pourrez gérer vos favoris, etc. Donc ça, c'est le panneau bibliothèque. À droite, vous avez un panneau projet. C'est dans ce panneau projet qu'on va aller faire notre tambouille et qu'on va aller modifier nos matières, créer nos caméras, modifier nos environnements, régler nos paramètres d'image, etc. Donc typiquement, moi j'aime bien dire que dans Quichotte, il y a un workflow qui va de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que je vais aller sélectionner des éléments à gauche comme des matériaux, des environnements, etc. Et ensuite, j'irai les modifier à droite. Avant d'aller plus loin, il faut aussi que je vous montre comment vous déplacer autour de votre modèle 3D. C'est assez simple, par contre il vous faut une souris impérativement. Avec votre souris, vous pouvez maintenir un clic gauche pour tourner autour de votre objet. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette. Et en maintenant ce clic sur la molette, vous pouvez faire ce qu'on appelle du panoramique, c'est-à-dire faire un mouvement de translation sur l'axe droite-gauche ou sur l'axe haut-bas. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Avec le clic gauche et la molette, on arrive à tout faire. Les matériaux. Allez, on va attaquer dans le vif du sujet. Vous avez une bibliothèque de matériaux à gauche avec énormément de choses qui sont classées par catégorie. Donc vous avez des peintures, des plastiques, de la pierre, du métal, des liquides, des matériaux lumineux, du verre, etc. Nous, dans notre exemple, on va travailler avec des choses très simples. On va aller dans plastique, dans les plastiques hard, c'est-à-dire les plastiques durs qui sont pas transparents. Ils les ont appelés hard. Et là, vous voyez, on a 3 sous-catégories. On a les rough, les shiny et les texturés. Nous, on va aller taper dans du shiny. Et on va prendre n'importe lequel. Et vous voyez, je maintiens le clic, je le glisse directement ici. Et c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez prendre des matériaux, les glisser
et faire votre petite tambouille comme ça. Ici, là, on a une petite partie qui est censée être en métal. Bon, c'est l'occasion d'aller voir un peu le métal. Donc vous allez voir, typiquement, le métal, c'est un bazar pas possible parce que les matériaux sont classés à chaque fois par couleur. Vous allez trouver de l'aluminium, du cuivre, du bronze, etc. À chaque fois, typiquement, vous aurez plus ou moins les mêmes choses. Ce qui va changer, c'est uniquement la colo, hein. On va rester dans le basique et on va en mettre un poli. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 4 matériaux. Il faut que je vous montre dès maintenant une subtilité du logiciel concernant les matériaux. Si j'applique le même matériau à 2 éléments distincts, regardez ce qui se passe. Je vais aller prendre le rouge là. Hop, je le reprends et je le glisse sur le bouchon. J'ai une fenêtre qui apparaît. Lier les matières dupliquées. Il me dit qu'une matière avec le même nom est déjà utilisée. Est-ce que je veux lier ces matières? Donc là, je vais mettre oui. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. À présent, ces 2 éléments sont liés par la matière. Ça signifie que si je modifie la matière de l'un, ça modifiera la matière de l'autre. C'est très pratique, mais ça peut aussi être très pénible. Donc, je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on s'en sort quand on a des matières liées et que c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est assez simple, vous pouvez faire un petit clic droit sur l'élément et séparer la matière. À ce moment-là, on a bien séparé le lien. En fait, séparer la matière, c'est comme rompre le lien entre les matières. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'en profite pour vous montrer un raccourci qui est bien pratique pour copier des matières rapidement. C'est difficile d'imaginer que pour appliquer le même matériau, il va falloir aller le rechercher dans la librairie pour le réappliquer. Il y a une autre technique, vous pouvez tout simplement faire un clic droit, copier la matière, clic droit, et là, vous voyez, il vous demande, est-ce que vous voulez coller la matière ou coller la matière liée? Donc ça, maintenant, vous avez compris ce que c'est. Si je fais coller la matière liée, mes 2 matières sont liées, tandis que si j'avais fait clic droit, coller la matière, les 2 matières n'auraient pas été liées. Voilà. On va passer à la suite et on va voir ce que l'on appelle les environnements. Les environnements, c'est quelque chose que vous trouvez encore une fois dans la bibliothèque à gauche. Vous avez un onglet dédié. Et les environnements, ce sont des images qui vont nous servir à générer de la lumière et des ambiances différentes. Alors, je vais aller dans intérieur et je vais en mettre deux ou trois pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez là, on récupère une ambiance lumineuse, clairement, qui n'a rien à voir avec celle-ci ou encore avec celle-ci. Vous avez des environnements de type photo. Donc vous voyez, on a un arrière-plan qui est un peu intrusif. Je vais vous apprendre dans quelques minutes à virer cette image d'arrière-plan pour conserver la lumière, mais avoir un fond uni. On voit ça tout à l'heure. Les environnements, comment ça fonctionne? Si vous dézoomez, vous allez voir que votre image, elle est texturée à 360 degrés tout autour de votre scène. Donc, comment fonctionne Keyshot? Il va utiliser l'image pour générer de la lumière et donc aussi des reflets. Et ça fonctionne avec les pixels. Plus vous avez des pixels qui sont lumineux, plus ils vont émettre de la lumière, et plus vous allez avoir des pixels qui tendent vers le noir, plus ils seront sombres. Dit autrement, pixel blanc égale lumière, pixel noir égale absence de lumière. Et ça, en fait, c'est une technique de Keyshot pour gagner du temps de rendu et pour avoir des mises en lumière sophistiquées sans avoir à poser des spots de lumière physiques en leur mettant des matériaux émissifs. Ce qu'on faisait à l'ancienne avec des moteurs de rendu comme V-Ray, par exemple. Vous trouverez aussi à gauche, dans la bibliothèque, une section arrière-plan. Et dans arrière-plan, vous avez différentes images que vous pouvez glisser toujours ici dans la vue et qui vous permettent de faire des incrustations. Alors, bien entendu, c'est préférable d'avoir un environnement cohérent avec l'arrière-plan pour que le montage soit crédible.
On va en rester là pour le moment et j'y reviendrai plus tard quand je vous montrerai comment on modifie les environnements. Maintenant, il faut que je vous montre comment on modifie tout ce qu'on a mis dans notre scène, c'est-à-dire comment je modifie mes matériaux, comment je modifie mon environnement, mon arrière-plan et même mes caméras. On va commencer par les matériaux. Alors, pour modifier un matériau, c'est très simple. Il suffit tout simplement de double-cliquer dessus. Et regardez, quand je double-clique sur une pièce, automatiquement, à droite, ça switch sur l'onglet matière et j'ai accès aux propriétés de mon matériau. Donc là, je suis sur le corps de couleur verte. Je peux changer la colo de ce matériau. Je peux régler ce qu'on appelle la rugosité. Quand la rugosité elle est à 0, mon matériau il est brillant, vraiment brillant, type laqué, poli, chromé quoi. Plus on va augmenter, plus on va tendre vers du satiné. Et si on monte encore un petit peu, on va finir vers du mat. Donc ça, c'est vraiment le paramètre le plus important quand vous faites vos matériaux et qui vous permet d'avoir un aspect réaliste. Donc pour résumer, double-clic directement dans la scène. À droite, j'ai la possibilité de modifier ma colo, de modifier ma rugosité. Je ne vais pas parler du spéculaire, je ne vais pas parler de l'indice de réfraction. Ça fera l'objet de petits shorts ou de tutos spécifiques. Il y a une autre petite chose dont il faut que je vous parle concernant les matériaux, c'est que vous avez ici un type. Là, vous voyez, j'étais allé prendre un plastique, et donc j'ai glissé un matériau de type plastique. Quand je double-clique, ici, j'ai bien un matériau de type plastique. Et là, vous voyez, il y a du métal, du liquide, etc. Pourquoi je vous en parle? On va pas voir tout ça en détail, c'est très complexe. Par contre, ne soyez pas surpris si vous êtes en métal et que vous n'avez pas exactement les mêmes possibilités que pour un matériau de type plastique. En fait, ça c'est logique. En fonction de ce qu'on va prendre, il va nous proposer des options cohérentes. Par exemple, si j'ai du verre épais, je vais avoir de la transparence, un paramètre de transparence. Si j'ai du métal, j'ai aucune raison d'avoir un paramètre de transparence. Les métaux ne sont pas transparents. Donc en fait, ça c'est juste du bon sens. Encore faut-il remarquer qu'ici il y a des types de matières. Et en fonction de ce que vous allez piocher à gauche dans la bibliothèque de matériaux, quand vous allez double-cliquer sur vos objets, vous allez voir le type qui a été utilisé pour concevoir ces matériaux. Je vais en rester là pour les matériaux et on va aller voir les environnements. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai pris mon environnement, je l'ai glissé ici. Petite astuce, plutôt que de glisser ici et de remplacer l'environnement actuel, je vous invite à prendre vos environnements et à les glisser plutôt ici. Comme ça, vous pouvez switcher à chaque fois. Et vous allez voir que un environnement, c'était des pixels qui émettaient de la lumière. Et bien ces pixels, si on augmente la luminosité, sans surprise, on aura plus de lumière. On peut aussi régler le contraste, ce qui nous permet d'avoir une lumière plus ou moins crue. Si on a un fort contraste, on a une lumière très crue, et si on a un contraste un petit peu plus faible, on aura une lumière un peu plus diffuse, un petit peu plus tamisée. Je vais passer la taille et la hauteur, et par contre, je vais vous parler de la rotation. Ça, c'est super important. Ça permet tout simplement de faire tourner notre environnement autour de notre sujet, et donc d'orienter la lumière de manière optimale. Intéressant, la rubrique arrière-plan. Vous avez vu, par défaut, quand on glisse des environnements, on voit l'environnement en guise d'arrière-plan. C'est parce que ici, c'est coché environnement lumineux. Tout à l'heure, dans l'environnement de base, j'avais glissé une image en arrière-plan. Vous savez, j'avais fait des tests et j'avais mis une image. Quand je mets une image, ici, vous avez vu, en arrière-plan, ça a viré environnement lumineux et automatiquement, ça a mis mon image. Ça veut dire que ici, à chaque fois que vous glissez une image là dans la scène, ça remplace l'arrière-plan par votre image. Et ça marche pour chaque environnement. Et hop. Et si je veux des images différentes, pourquoi pas gérer ça aussi par environnement.
Ce qui est assez pratique et logique, puisque souvent, on va essayer d'avoir une cohérence entre l'arrière-plan et l'environnement pour que l'incrustation, elle soit crédible. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une couleur et donc d'appliquer une couleur en arrière-plan. Et là, moi, j'ai un conseil à vous donner. Ne travaillez pas avec un arrière-plan blanc, mais plutôt avec un arrière-plan gris ou avec une couleur assez soutenue pour que vous puissiez apprécier sans problème le travail de la lumière au niveau des arêtes et éventuellement remarquer s'il y a des endroits qui vont avoir tendance à être un petit peu brûlés par la lumière. Si vous travaillez sur un environnement blanc, vous pouvez passer à côté de ces éléments qui sont complètement brûlés et ne pas les voir. Tandis que si vous avez une couleur un petit peu plus sombre, vous voyez vraiment la lumière sur les contours de votre produit. Voilà pour l'arrière-plan. Si je continue, on a une section qui s'intitule Sol, et où là, par défaut, donc on a les ombres sol qui sont cochées. On peut les décocher si on veut faire des rendus, par exemple sur fond blanc ou sur fond transparent, pour faire des présentations avec, pourquoi pas, notre objet en PNG, par exemple. Donc le sol, on coche, on décoche, c'est à nous de voir. Occlusion des ombres au sol, je vous en parle rapidement. Ça permet de neutraliser les ombres qui sont obtenues grâce à l'environnement. Par exemple, là, moi j'ai une lumière qui est très basse avec des ombres projetées qui sont très très longues. Ce qui peut être pénible. Si je coche occlusion des ombres au sol, il va me créer une ombre générique en dessous de mon produit, peu importe l'environnement, peu importe l'orientation de ma lumière. Alors le reflet au sol, comme son nom l'indique, ça va vous plaquer un reflet au sol. C'est pas très beau. Franchement, moi je trouve ça assez moche. J'ai fait un tuto sur le travail du sol, des ombres et des reflets. Je vous invite à aller le consulter parce que ça, c'est pas possible. Ça fait vraiment, vraiment trop cheap. Sol plat, je passe, je détaillerai ça plus tard. On n'a pas le temps là dans cette vidéo. Les tailles du sol, pareil, ça vous servira à rien du tout. Alors, il y a une petite chose qu'il faut qu'on voit là-haut aussi et qui est importante, c'est les caméras. Quand vous déplacez votre caméra, vous allez voir que les valeurs vont changer dans le panneau de droite. Vous avez la possibilité d'accéder à des vues standards ici. Par exemple, la vue avant, la vue de gauche, la vue de dessus, etc. Et ces vues-là, vous pouvez les enregistrer. Ajouter une caméra. Attention, cliquez pas sur le deuxième, vous allez avoir des problèmes. Cliquez bien sur le premier, ajouter une caméra, vous pouvez les nommer. Et si jamais vous bougez la caméra, vous allez observer qu'ici c'est marqué top non enregistré. Je peux faire un petit refresh pour revenir à l'état enregistré. Et si jamais je veux, par exemple, modifier ma caméra enregistrée, je peux cliquer sur la disquette et du coup mettre à jour ma caméra. Je vais passer sur l'ensemble de tous les détails qu'il y a là-dedans. C'est pareil, j'ai fait plusieurs tutos qui parlent de la profondeur de champ, de la perspective, de ces choses-là. N'hésitez pas à les consulter. Là, vraiment, le but de la vidéo, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, donc au moins savoir que vous pouvez accéder à des vues standards et enregistrer vos caméras. C'est le minimum vital pour se lancer et s'amuser avec Quichotte. Avant de faire un rendu, je vais vous parler du dernier onglet Images. Et je vais attirer votre attention sur le fait que ici vous avez des valeurs en pixels. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif dans Quichotte. Ici, vous pouvez sélectionner des ratios. Donc vous voyez, je peux mettre en 1,1, en 4 tiers, en 16 neuvième, etc. En A4. Vous avez en paysage et en portrait. Et pourquoi c'est important de voir ça dès maintenant? C'est parce que ce que vous allez sélectionner ici comme un ratio, c'est ce que vous allez exporter. C'est-à-dire que ça va être la résolution de votre rendu. Si vous voulez faire un rendu en portrait, c'est ici que ça se passe. En dessous, il y a beaucoup d'options qui sont hyper intéressantes, mais c'est pareil, je ne vais pas le détailler ici. Ça, j'ai prévu de faire une vidéo dédiée, je ne l'ai toujours pas faite, il faut que je m'y mette, parce que là-dedans, il y a des pépites. Bref, je passe, on va se faire notre premier rendu. Pour faire le rendu, vous allez cliquer sur la petite icône
en bas, rendu. Et là, vous arrivez sur un panneau. Normalement, vous devriez être sur image fixe. Et là, vous allez voir, donc vous pouvez nommer votre rendu. Alors, par défaut, il a le nom de votre fichier. Donc là, c'est untitled. OK. Vous voyez l'emplacement. Donc ça, j'y reviendrai une fois qu'on aura exporté. Là, vous pouvez choisir votre format. Donc, soit en JPEG classique, soit, pourquoi pas, du PNG. À ce moment-là, si vous voulez avoir la transparence, c'est-à-dire le fond transparent, il faut bien penser à cocher ça. Moi, je vais rester en JPEG. En dessous, calque et passe, c'est pareil, c'est super pratique, mais on le verra plus tard. Il faut que je fasse un tuto aussi. Ah, j'ai du boulot, moi. Et on va aller directement ici dans Options. Et dans Options, vous allez voir, par défaut, vous devriez être en défaut échantillon max. Je vous explique de quoi on parle là. Ce qu'ils appellent qualité, c'est pas vraiment la qualité, c'est plutôt le mode de calcul, la méthode de rendu. Il y a 3 possibilités. La première, échantillon max, c'est un mode qu'on appelle aussi brute force. Donc en gros, comment fonctionne Quichotte? À chaque fois que je me déplace, vous voyez, il y a des petits points, et puis il y a de moins en moins de petits points, il y a de moins en moins de grains sur mon image. Il y a de moins en moins de grains, parce que à chaque fois, il y a une salve d'échantillons, c'est un peu comme des photons virtuels qui vont calculer mon image et qui vont du coup supprimer ce bruit au fur et à mesure des salves d'échantillons. Par défaut, il y a 30 échantillons. Alors le problème, c'est que 30 échantillons, c'est très difficile de savoir si c'est suffisant, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut en mettre plus, il faut en mettre moins. Le problème, c'est que pour vraiment maîtriser ce mode-là, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et même en ayant beaucoup d'expérience, on peut se retrouver à faire des rendus qui durent 30 minutes, alors qu'en fait, c'était plié en 2 minutes. Je déteste échantillon max. Par contre, moi, je vais beaucoup bosser en temps max. Et le temps max, cette fois, on ne maîtrise pas le nombre d'échantillons qui sont calculés, on maîtrise le temps durant lequel des échantillons vont être calculés en continu. Donc là, c'est beaucoup plus confortable parce qu'il suffit de se dire « Je veux faire un rendu de 30 secondes », de cliquer sur « Rendu », et là, il va bombarder. Pendant 30 secondes, il va calculer des échantillons. Et vous voyez, regardez mes échantillons. 95, 100, 112. Vous vous souvenez, par défaut, en échantillon max, c'était marqué 30. 30, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est hyper difficile à dire. Quand vous avez des produits qui sont opaques comme ça, il n'y a pas de problème. Dès que vous avez un produit avec de la transparence, par exemple, ou un produit complexe comme une voiture, ou un objet avec plein de petits recoins, plein de détails, c'est hyper dur d'estimer le nombre d'échantillons nécessaires. Donc moi, je vous recommande de passer en mode temps max. Le dernier mode, contrôle personnalisé, je passe. C'est le mode vraiment où on a la main sur tous les réglages. Là, c'est vraiment réservé aux fins connaisseurs. Donc, je détaillerai sûrement pas ça dans cette vidéo. Alors, mon rendu est terminé. Où est-ce que je peux le trouver? Vous vous souvenez, quand on était dans Sortie, là, il y avait Emplacement, c'est User, votre nom d'utilisateur, Document, Quichotte Studio, Renderings. Ce dossier-là, sur PC, il est directement accessible sur votre bureau. Et il s'appelle Quichotte Ressources. Sur Mac, vous pouvez le trouver dans Bibliothèque, Applications Support, Quichotte Studio, et enfin, vous retrouverez Renderings. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez tout simplement liker cette vidéo. Et n'hésitez pas à parcourir la chaîne, il y a beaucoup de contenu sur Quichotte sur des points très précis qui vous aideront à améliorer vos rendus. Et pensez à vous abonner parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais publier un short par semaine pour partager des astuces sur Quichotte. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même me contacter et envisager une formation sur mesure avec moi. Sachez que je suis Calliope et que, à ce titre, vous pouvez financer votre formation de différentes manières. Voilà. Je vous remercie pour tout. C'était Romain de We Make Dragons et je vous dis à bientôt.